Une œuvre que l'on qualifie de satire est une critique moqueuse d'un sujet, dans l'optique de provoquer, de prévenir ou d'éveiller la réflexion. Ce genre d'œuvre, qui concerne tout type de support, peut passer par de la dérision ou de l'autodérision, des caricatures et de l'ironie. Sur ce point, difficile d'être exhaustif. Mais si une satire braque un sujet en particulier, des années plus tard, est-ce que celle-ci peut encore être valable ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec une œuvre connue de tous, qui construit sa critique sur l'absurde et la folie, Alice au pays des merveilles. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Métaphore-moi ça. Les aventures d'Alice au pays des merveilles, ou, en langue originale, Alice's Adventures in Wonderland, est un roman écrit en 1865 par Lewis Carroll, nom de plume de Charles Ludwig Dodgson. L'auteur est également professeur de mathématiques, un point important qui caractérise une bonne partie du message de son roman. Le récit est initialement une histoire orale que Lewis Carroll a narrée à 3 jeunes filles, les sœurs Liddell, pour les distraire. L'une des 3 sœurs porte comme nom Alice, dont le caractère inspire en grande partie celui du protagoniste de son histoire. Le livre a connu une suite intitulée Alice de l'autre côté du miroir, sur laquelle je ne m'arrêterai pas pour éviter d'entremêler leurs messages. Lewis Carroll met donc en place dans ce roman un monde satirique, un monde qu'il a estampillé merveilleux, dans lequel il a projeté une fillette, parangon de la curiosité et de l'enfance, afin d'y explorer les recoins les plus insolites. Emboîtons le pas à la jeune Alice, entrons dans le terrier magique et découvrons ce récit, un récit rythmé par les rencontres avec les habitants du monde imaginaire. Commençons notre analyse par un résumé des événements qui surviennent tout au long du récit, tout en étudiant les personnages qu'Alice y rencontre. Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur, sur le talus, et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il ne contenait ni images ni dialogue. Et, pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni image ni dialogue ? Sur cette réflexion, la jeune fille s'endort. Elle aperçoit alors un lapin blanc, habillé d'un gilet, qui observe sa montre à gousset, après s'être exclamé qu'il allait être en retard. Alice le suit jusqu'à son terrier, avant de s'y engouffrer et d'entamer une chute terriblement longue. Une fois qu'elle a atterri, elle trouve une porte minuscule, derrière laquelle s'esquisse un jardin fabuleux. Elle découvre ensuite une bouteille, dont le contenu la fait rapetisser, puis mange un gâteau qui la fait grandir. De désespoir, elle fond en larmes et inonde le lieu, mouillant tous ses résidents. Le dodo, l'un des habitants, organise alors une course au comité, ou au cossus, selon une autre traduction, une course où tout le monde gagne à la fin, dans l'espoir de faire sécher tous les importunés. Plus loin, Alice discute avec une grosse chenille fumant le narguilé. Cette dernière lui offre un précieux conseil, garde ton calme. Poursuivant sa route, elle rencontre une duchesse qui élève un nourrisson à tête de cochon dans une maison dont le poivre embaume le moindre recoin. Ici, elle rencontre le chat de Cheshire. Ce chat possède la faculté d'apparaître et de disparaître, suscitant l'amusement chez Alice. Il lui arrive même de s'évaporer et de ne laisser que son sourire. « Ma parole, pensa Alice, j'ai souvent vu un chat sans un sourire, mais jamais un sourire sans un chat. » C'est ce dernier personnage qui va la diriger vers sa prochaine rencontre, le chapelier, le lièvre de Mars et le Loir. Elle boit le thé avec eux et se prête à une discussion des plus bizarres. Le lièvre et le chapelier
sont tenus de participer pour toujours à une partie de thé, depuis que le chapelier a tué le temps en chantant pour la reine des cœurs. Quittant les lieux, elle finit par réussir à rejoindre le jardin merveilleux. Là-bas, elle participe à un jeu de croquet de la reine de cœur, où les arceaux sont des cartes à jouer vivantes et les maillets sont des flamants roses. Représentation de la monarque impérieuse, elle ne cesse de vociférer qu'on lui coupe la tête. À la suite de la partie de croquet, Alice est conduite par un griffon jusqu'à une simili-tortue dont elle écoute l'histoire. Finalement, elle participe à un procès durant lequel un valet est jugé pour avoir volé de la tarte. Il s'agit de sa dernière péripétie avant de se réveiller. Le pays des merveilles peut d'abord s'apparenter à un monde surréaliste et enfantin. Mais lorsque nous nous penchons davantage sur ce qu'il raconte, nous pouvons y voir un royaume cauchemardesque dans lequel Alice est prise au piège, un royaume privé de logique où la folie règne en maître. Alice se montre curieuse et altruiste. Cependant, ses conversations avec les habitants du monde merveilleux ne se finissent jamais bien et la frustrent, l'irritent. Dans ce monde, Alice est une étrangère. Les coutumes et les règles lui paraissent incompréhensibles ou trop absurdes pour être vraisemblables. Elle doit donc, tout au long du récit, faire l'effort de s'adapter, de comprendre. Et par ce fait, le voyage d'Alice dans ce monde souterrain se veut initiatique. Continuons donc notre analyse et voyons comment Lewis Carroll parvient à enseigner en fondant la logique d'écueils absurdes. Si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ? C'est un fait. Alice au pays des merveilles est un récit d'apprentissage qui s'adresse aux enfants. Notre protagoniste va apprendre et être confronté à des situations qui la feront réfléchir et grandir. Cet apprentissage va passer par une quête de la personnalité. Perdue au beau milieu de ce monde qui, si vous l'avez bien compris, représente celui des adultes, Alice va tenter de s'adapter. Au début, cela lui semble peine perdue. Lorsqu'elle rapetisse, elle se dit « Vois-tu, tu pourrais finir par disparaître entièrement, comme une bougie. » Une peur profonde de l'enfant qui s'effraie à l'idée de perdre l'attention de ses parents en vieillissant. Puis, lorsqu'elle grandit, elle s'attriste de s'éloigner de ses pieds. « Adieu mes pieds. Oh mes pauvres petits pieds. Je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à présent, mes chers. Pour moi, c'est sûr, j'en serais incapable. » Encore une fois, nous pouvons y voir là le malaise de l'enfant qui voit son corps grandir, ses formes changer et sa difficulté à s'y sentir en total contrôle. Ces métamorphoses la font même fondre en larmes. Au cours de son aventure, Alice subit d'autres changements de taille similaires, comme lorsqu'elle grandit dans la maison du lapin au point de devoir passer ses membres par les fenêtres, ou encore lorsque son cou s'allonge au point de passer la tête par-dessus la frondaison des arbres. Ce mal-être de l'enfant se répercute donc sur la forme d'Alice pendant l'entièreté du récit. Le questionnement sur son identité vient corroborer ce dernier point. À de multiples reprises, Alice s'étonne de ne pas savoir qui elle est. Est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levé ce matin ? Qui diable puis-je être ? Dites-moi d'abord qui je suis. On a dû me changer en ma belle. Qui est-ce ? Demande la reine en l'apercevant. Qui es-tu ? S'enquille la chenille lors de leur rencontre. Ce à quoi Alice répond « Je ne sais pas très bien, madame, du moins pour l'instant. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levé ce matin.
mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. Se joint à cette nébuleuse sur son identité, un oubli de son savoir scolaire et de sa poésie qui pourrait, selon elle, l'aider à rationaliser ce monde. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Paris, et Paris est la capitale de Rome. Et Rome? Non, tout cela est faux, j'en suis sûr. Voyons un peu. 4 x 5 font 12, 4 x 6 font 13, et 4 x 7 font... Lorsque la jeune fille parvient à la partie de thé, le lièvre lui dit qu'il n'y a pas de place pour elle. La table était très grande. Pourtant, tous trois se serraient l'un contre l'autre à un même coin. « Pas de place !» s'écrièrent-ils en voyant Alice. En plus d'avoir à trouver son identité, Alice doit chercher sa place et s'imposer dans ce monde. « Il y a de la place à revendre », répondit-elle avec indignation. Et elle s'assit dans un grand fauteuil en bout de table. Malgré sa volonté de s'imposer, l'ensemble des personnages ne cesse de donner des ordres à Alice et de lui commander de faire des choses. À la fin du récit, la jeune fille explicite son désarroi. Comme ces créatures aiment vous commander et vous faire réciter des leçons. Vraiment, j'ai l'impression d'être en classe. Ce n'est qu'au dernier chapitre, durant le procès, qu'Alice parvient à se détacher de leur autorité, se sentant enfin en possession de tous ses moyens. « Taisez-vous » ordonna la reine pourpre de fureur. « Je ne me tairai pas » répliqua Alice. « Qu'on lui coupe la tête » hurla la reine de toutes ses forces. Personne ne bougea. « Qui fait attention à vous » demanda Alice, qui avait maintenant retrouvé sa taille normale. « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. » Cette impression de ne pas appartenir au monde des adultes passe également par la matière de prédilection de l'auteur, les mathématiques, et notamment la logique. L'on pourrait d'abord penser que Carroll cherchait à inculquer une certaine forme de logique aux enfants qui lisent l'ouvrage. Par exemple, comme Alice, l'enfant va chercher à savoir dans quel ordre il devrait boire la potion de rapetissement et le gâteau de grandissement, afin de récupérer la clé sur la table et d'entrer dans la petite porte. Ou alors, lorsque le chapelier, en utilisant la proposition contraposée, fait comprendre à Alice que « je vois ce que je mange » n'est pas la même chose que « je mange ce que je vois ». Pourtant, nous nous rendons bien vite compte que la logique de ce monde est hors de portée de notre entendement et de celui d'Alice. Là, les exemples se font légion. « Prends donc un peu de vin », proposa le lièvre de Mars d'un ton encourageant. Alice promena son regard tout autour de la table, mais elle n'aperçut que du thé. « Je ne vois pas de vin », fit-elle observer. « Il n'y en a pas », dit le lièvre de Mars. En voilà un exemple évocateur. Même lorsque la logique nous semble à portée, tout est chamboulé par la folie et l'absurde des personnages. Nous voyons un autre schéma qui se produit à 2 reprises et qui joue sur le même renversement de la logique. D'abord, le chapelier, le lièvre et le loir expliquent à Alice qu'ils ne lavent jamais leurs couverts et que, lorsque ceux de leur place sont sales, il leur suffit de se décaler d'une place pour en trouver des propres. « Mais qu'arrive-t-il quand vous revenez aux premières tasses ?» se hasarda à demander Alice. « Si nous changions de sujet de conversation ?» interrompit le lièvre de Mars en bâillant. « Je commence à en avoir assez de tout ceci. » Cela se produit, comme je vous l'ai dit, une seconde fois. La simili-tortue et le griffon décrivent à Alice la façon dont fonctionnent les cours dans leur monde. Le premier jour de cours dure 10 heures, le second 9 heures, et ainsi de suite. Perspicace, Alice comprend que le 11e jour est un jour de congé, ce à quoi ils répondent par l'affirmative. « Et que faisiez-vous le 12e jour ?» continue Alice vivement. « Cela suffit pour les cours », déclare le griffon d'une voix tranchante. Ainsi, dans ces 2 extraits, lorsque nous touchons du doigt une épure de logique, tout se stoppe net, nous clouant à jamais dans l'aberration.
Une aberration qui engendre des sophismes burlesques, comme lors de la rencontre avec le pigeon. Alors qu'Alice vient de manger un champignon qui agrandit son cou, elle se fait attaquer par un pigeon qui la traite de serpent. Malgré les protestations d'Alice, le pigeon affirme que le serpent mange des œufs et que, si les petites filles mangent également des œufs, alors ce sont des serpents. Un autre sophisme, ou une forme qui s'en rapproche, complète le premier exemple. Alors qu'Alice discute avec le chat de Cheshire, celui-ci lui certifie qu'il est fou. Après avoir établi tous les deux que les chiens n'étaient pas fous, le chat dit ceci. « Eh bien, vois-tu, tu remarqueras qu'un chien gronde lorsqu'il est en colère et remue la queue lorsqu'il est content. Or, moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. » D'autres absurdités viennent compléter le tableau, comme la décapitation d'une tête seule, sans corps, l'énigme « Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau ?» qui ne possède pas de réponse, la transformation d'un bébé en porc, ou encore la présence d'un calligramme de forme ondulée, à l'instar d'une queue, due au fait qu'Alice fixe la queue de la souris lorsqu'elle lui parle. En réalité, il existe bien des événements qui vont contre la raison, mais je pense que vous avez compris le message. Outre la déconstruction de la raison, Lewis Carroll s'attelle à l'élaboration d'une logique propre au monde des merveilles. Pour cela, il se donne à cœur joie dans la création de mots valises et de néologismes, comme la simili-tortue, sorte de tortue à tête de veau, faisant référence à une soupe. Lewis Carroll inonde son récit de jeux de mots brillants, amusants et souvent satiriques. Certains sont quasiment intraductibles, comme celui inversant le not, le ne, et le not, la négation, ou encore celui confondant tail, la queue, et tail, le conte. L'un des plus moqueurs reste sûrement la course au Cossus, cette course où tout le monde gagne. En anglais, il s'agit d'un terme un peu méprisant, désignant une réunion politique pour désigner un candidat aux élections. Dans ce monde de merveilles, même l'espace-temps est mis à mal. Le lièvre et le chapelier sont bloqués à l'heure du thé, le chat peut disparaître à volonté, Alice grandit et rapetisse de façon hasardeuse, le lapin est constamment en retard, et même le temps est une personne que le chapelier aurait tué en chantant. Sûrement une référence à l'expression « tuer le temps » ou « kill time » en anglais. Alors oui, l'absurde constelle le roman, traduisant l'angoisse que peut ressentir un enfant face au monde des adultes et à sa logique. Mais il pousse aussi l'enfant à réfléchir par lui-même et à se dépêtrer de situations délicates. Nous pouvons alors nous poser une question. Le message est-il uniquement destiné aux enfants ? La réponse est évidemment négative, puisque, au-delà de son aspect apprentissage, Alice au pays des merveilles est une satire de la société. Reprenons l'un des éléments de l'aventure que nous avons déjà étudié dans la partie précédente, la métamorphose d'Alice. Certes, il s'agit d'une crise de l'identité, mais le message peut être vu autrement. La société et le monde des adultes, qui sont transposés dans ce monde des merveilles, contraint le futur citoyen à se conformer aux normes. Il est nécessaire d'atteindre une certaine taille, une certaine forme, pour passer une porte, pour rentrer dans une maison, etc. Lorsque la tête d'Alice dépasse les frondes de la forêt, le pigeon la qualifie de serpent, écrit tel quel en anglais, ce qui ne renvoie pas à l'animal, mais à la figure du malin. Ainsi, les jeunes filles un peu trop grandes sont vues comme des diables, des créatures hors normes qui n'ont rien à faire dans ce monde. La société rejette le différent. Voilà de quoi se moque allègrement Lewis Carroll dans ce roman. Et même si l'auteur nous parle d'une Angleterre victorienne, la satire est loin d'être obsolète ou restreinte à son pays d'origine.
Outre la satire de son époque, Lewis Carroll se gausse des adultes, adoptant le regard que pourrait porter sur eux un enfant. Si chaque personnage loufoque présent dans ce monde onirique se veut une incarnation d'une vision de l'adulte, celui-ci est vivement moqué. Les adultes sont donc dépeints comme des fous par les personnages à jamais bloqués dans une partie de thé, comme endormis par la fumée via la chenille, comme colériques par la figure de la reine. La liste se poursuit, mais je cesse ici. Je pense, encore une fois, que vous comprenez le principe. Pour résumer, l'ensemble du monde des adultes est gouverné par une hystérie ébouriffante pour le regard d'un enfant. Durant le procès, des jureurs substituent même les jurés, ce qui nous amène à la satire de la politesse. Les termes poli et poliment reviennent à maintes reprises dans l'ouvrage. Alice s'évertue à rester polie, quand bien même ce monde semble avoir ses propres normes de politesse. Comme lorsque Alice manifeste son désaccord quant à l'existence d'un puits de mélasse lors du récit du Loir, ce à quoi il riposte en la qualifiant d'impolie. Il est ensuite impossible de passer à côté des railleries ciblant la bourgeoisie, la monarchie et le pouvoir. Le chapelier endosse le rôle du bourgeois décalé de la réalité, animé par l'illogique comme lorsqu'il parle de sa montre. Elle retarde de 2 jours. Je t'avais bien dit que le beurre ne conviendrait pas pour graisser les rouages. Prétentieux, comme lorsqu'il s'exclame, en rejetant la tête en arrière d'un air de mépris, ce personnage se cantonne aux parties de thé et aux devinettes saugrenues. La critique du pouvoir est davantage liée à la reine de cœur, une monarque qui a le pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Elle semble obsédée à l'idée de trancher la tête de chaque personne qui l'irrite. De cette décapitation se dégage un symbolisme. La tête, regroupant les 5 sens et étant le centre de la pensée, de l'intelligence et du comportement, l'ôter à quelqu'un signifie le priver de sa liberté, de son indépendance, de sa logique, de son contact avec l'extérieur. En outre, la tête est également l'élément principal de notre identité. Par ce fait, la reine, qui veut priver les gens de leur tête, de leur identité, est le véritable antagoniste d'Alice, jeune fille en quête de cette même identité. Le roman recueille également une caricature de procès, dénonçant une justice parfois absurde. Je ne saurais même pas vous donner une réplique précise pour imager mon propos, tellement ces 2 derniers chapitres se déconnectent de la moindre parcelle de sens. Finalement, l'ultime satire concerne le temps. C'est avec lui que débute le récit, un lapin en retard qui court sans cesse après le temps, incarnation du travailleur oppressé par le temps d'activité excessif. Toutefois, lors des parties de thé des bourgeois, le temps est figé, démontrant que chaque couche sociale a son propre sens des priorités. C'est ici que j'arrête mon analyse du roman de Lewis Carroll. Passons sans plus attendre à ce que nous pouvons en retenir. Dans ce roman, chaque critique de la société est camouflée derrière un personnage ou une caricature. Ce procédé n'est pas sans rappeler les fables et les contes de certains auteurs, tels que Jean de La Fontaine. Voilà qui explique l'aura dont jouit, encore aujourd'hui, Alice au pays des merveilles. Son message est intemporel. Même si la société a bien évolué depuis l'écriture de cette histoire, la satire reste valable et appropriée. La preuve, le film Us, sorti en cette année 2019, s'approprie les métaphores d'Alice au pays des merveilles, non pas pour attaquer l'Angleterre du 19e siècle, mais les États-Unis du 21e siècle. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le film en question. Sur ce, je vous laisse retourner à vos lectures ou à vos visionnages. Soyez à l'affût, le moindre personnage
en apparence comique et merveilleux, peut dissimuler une satire virulente. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaphore-moi ça.